Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Au nom de l'AENA Madagascar, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'IKM aujourd'hui. Merci d'être venus très nombreux. Ça prouve que la petite campagne de communication qu'on a lancée via les réseaux sociaux a bien fonctionné. Et d'après ce que j'ai entendu dire, il y a encore plein de gens qui sont en train d'arriver. Donc, on vous remercie vivement d'être venus très nombreux à cette deuxième édition de ce cycle de mini-conférences qu'on a dénommé Jody Solo. Les jeunes ont des idées. Et cette fois-ci, seul sur scène, parce que comme vous le savez peut-être, sinon je vous le dis, il y a aussi une autre version de ces cycles de conférences qu'on a dénommé Jody, qui se déroule à l'IFM. Et dans la prochaine édition, je vous le dis déjà, aura lieu le mardi 11 février qui va venir. Et le thème de la prochaine conférence Jody à l'IFM, ce sera le volontariat des jeunes, un engagement citoyen. Mais en attendant cela, donc, nous avons là 13 intervenants qui vont nous parler de 13 thèmes différents, parfois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des thèmes qu'ils ont très bien travaillés durant au moins ces 2 dernières semaines. On était là avec eux pour les préparer et je peux vous dire qu'ils sont vraiment prêts là. Ils vont nous faire de très belles mini-conférences. Ça s'annonce à être aussi un très joli spectacle et on les remercie pour cela. On remercie également aussi notre soutien, le soutien de notre association depuis toujours, l'ambassade de France, qui nous soutient techniquement et financièrement sur nos actions et notamment donc sur ce cycle de conférences Jody. Voilà donc à peu près les mots de bienvenue que j'allais vous faire. On lancera aussi sur les réseaux sociaux la date des prochaines conférences Jody Solo. Ça va se dérouler ici à l'IKM toujours. Mais voilà, donc, je cède tout de suite la parole à nos présentateurs pour qu'ils lancent la conférence et je souhaite une très bonne conférence à tous. Merci encore une fois d'être venus. Miarabantsika amin'ny anarany Jody. Fa anomboantsika ny fotoana satria mila amentsika hery ny mpandray fitenenana eto dia anao tsika ny lamako avereno atambaro misaotra no anaran'ny mpianatra momba ny agronomia miompana amin'ny tontolo iainana ao Ankatso. 7 taona izy marina azy ny fanabeazan'ny ankizivavy sy ny tontolony. Mpitondra feo ho an'ny fanjarian-tsakafo ho an'ny ankizivavy. Ny lohatenin'ny fandraisam-pitenenana dia hoe ny ankizivavy sy ny fanjarian-tsakafo. Omentsika sehatra ary izy. Faly miarabantsika rehetra, saotra ny anarako hitondra aminareo lohahevitra hoe ny ankizivavy sy ny fanjarian-tsakafo. Firifiry ny ankizy tratran'izany, firifiry ny ankizivavy tratran'izany tsy fanjarian-tsakafo izany. 200 amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona no tara fitombona. Ary ao anatin'izany, raha ankizy lahy anankiray dia ankizivavy anankiroa no maty vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Ary ao amin'ny vehivavy lehibe dia 930 mahery no reny voan'ny anémie, izany hoe tsy fahampiana vy. Miavaka nefa ny ankizivavy ao anatin'izany no ny toe-batany satria izy rehefa avy eo hitondra voaka dia mila otrikaina fanampiny. Eo anatrehan'izany, voafetra ny sakafo afaka omena ny ankizivavy matetika, fitsaboana azo ny ankizivavy, fanabeazana, ny anjara andraikitra omena ny ankizivavy indrindra fa ny any ambanivohitra. Misy fiantraikany betsaka amin'ny ankizivavy nefa ny tsy fanjarian-tsakafo, indrindra fa rehefa mitondra voaka ny ankizivavy. Manan-karena nefa tsika, manan-karena vehivavy satria
Dimampolo isan-jato amin'ny mponina eto Madagasikara dia ankizivavy. Ny vehivavy ihany koa anefany dia miantoka ny fitohizan'ny taranaka. Ary rehefa vehivavy salama tsara, vehivavy mihinana sakafo ara-pahasalamana dia afaka manapaka ny fiampitany sy fanjarian-tsakafo eo amin'ny taranaka mifandimby. Mandray anjara ny vehivavy sy ny ankizivavy ao anatin'izany amin'ny fanjarian-tsakafo ao amin'ny ankonany. Rehefa bevoka izy, rehefa miteraka izy, rehefa mampinono ny zanany izy, rehefa mikarakara ny sakafo ao amin'ny ankonany izy. Noho izany, manana anjara toerana lehibe ny ankizivavy ao anatin'ny miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Voalohany tokony atao zava-dehibe ny fisitrahan'ny ankizivavy ny sehatra sosialy. Tokony hatsaraina koa ny fanabeazana ny ankizivavy momba ny fanjarian-tsakafo amin'ny sehatra rehetra, hatrany amin'ny ambaratonga voalohany. Eo ihany koa tokony omena sehatra ny ankizivavy mitovy amin'ny olon-drehetra, afaka misitraka ny ara-tsakafo rehetra ilaina ao anatin'ny famokarana maharitra. Dia ao anatin'izay tokony omena anjara ny ankizivavy ao anatin'ny fanapahan-kevitra izay tanjontsika amin'izany dia hoe fanjarian-tsakafo ho an'ny ankizivavy, ho an'ny zanany, ho an'ny ankonany, ho an'ny fiarahamonina misy anazy ary ho an'ny olon-drehetra. Misaotra indrindra. Bonjour et rebonjour à tous. Notre prochaine intervenante se considère comme le Sherlock Holmes du recrutement. Son métier, elle, c'est recruter. On va l'entendre avec son thème entrepreneur, bonne idée ou casse-pipe. Rangiana Tina. Bonjour à tous, je m'appelle Tine, Sherlock Holmes du recrutement. Donc, s'il y a parmi vous une personne qui est intéressée par le recrutement, qui se considère comme le Dr Watson, envoyez-moi votre CV. Et là, actuellement, en fait, je suis là pour parler de mon métier. Je suis entrepreneur. C'est un métier, en fait, qui n'est pas totalement encore reconnu ou très flou dans l'imaginaire actuel. Donc, quand on pense à entrepreneur, on pense à des grands hommes, Steve Jobs, Jack Ma, notre président. L'entrepreneuriat, en fait, est toujours soit affilié de l'argent, soit affilié à du succès. Pourtant, un entrepreneur, en fait, c'est aussi un auto-entrepreneur, quelqu'un qui commence encore à réfléchir à son métier, à sa future entreprise, quelqu'un qui est en temps partiel. C'est en fait quelqu'un qui essaie de sortir de son zone de confort, vous et moi. Parce que moi aussi, j'essaie de sortir de ma zone de confort. Je ne suis pas encore riche. Le chemin de l'entrepreneuriat, en fait, est vu par beaucoup de monde comme quelque chose qui est très linéaire. C'est-à-dire qu'on a un projet, ça commence, on recrute des gens qui vont avec nous, on a peut-être des petits problèmes, mais c'est un peu minimisé. On a un échec, ou plusieurs, mais on ne parle que d'un échec, et après, on fait exploser le succès. Donc, dans l'imaginaire actuel, dans ce qu'on pense, l'entrepreneuriat, c'est la recherche du succès, être son propre patron, avoir beaucoup d'argent. Par contre, dans la réalité, être entrepreneur est beaucoup plus complexe. En fait, c'est des échecs plus ou moins répétés, ainsi que de l'incompatibilité entre personnes. C'est en fait des problèmes liés à la société, à l'économie, aux politiques, mais surtout un problème lié à nous, à nos propres doutes, à notre propre psychologie, à notre propre peur de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. J'ai pris cette image pour montrer en fait ce que c'est vraiment un entrepreneur. Bon, j'espère que tout le monde connaît Rocky, sinon je me sentirais un peu vieille. Donc Rocky est en train de combattre, c'est l'entrepreneur, contre ses propres doutes à lui, les problèmes liés à la société et l'économie, mais aussi les problèmes liés au jugement des autres. Pourquoi je dis ça en fait? Tout simplement parce que lorsque je me suis posée, j'ai lu un article sur un blog qui s'appelle Stilex et il m'a démontré en fait quels sont les problèmes qui sont liés au manque d'entrepreneurs à Madagascar. Il n'y a pas assez de projets qui voient le jour, ou la situation politique ne convient pas, ou c'est notre économie qui est peut-être pas prête pour ça comparée à l'extérieur. Donc, comment
faire naître l'entrepreneuriat dans le cœur de nos jeunes. Tout d'abord, il faut peut-être préparer aux jeunes à ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat et non l'image que nous avons de l'entrepreneuriat. Déjà, il y a des écoles qui font des cours d'entrepreneuriat ou filière d'entrepreneurs. Mettre en avant plus les incubateurs comme MiracP ou les autres. Faire du mentorat, c'est-à-dire que nous, les aînés, on enseigne aux jeunes ce que c'est en fait l'entrepreneuriat pour qu'ils sachent que ça peut être quelque chose de potentiel et que ça peut être quelque chose qui peut les épanouir. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un cheminement et non la recherche réelle du succès. C'est en fait quelque chose qui nous concerne, notre vision des choses. Donc, pour nous, ou ceux qui le veulent, être entrepreneur, il faut accepter la notion d'échec. L'échec, en fait, est quelque chose qui doit nous aider à nous relever et non quelque chose qui nous baisse à terre, parce que c'est dans notre culture ou dans notre façon de faire ou dans notre enseignement. Et pour accepter cette notion d'échec, il faut développer ou booster sa confiance en soi grâce au développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut se mettre là et dire bon, je me suis habillée comme ça pour faire ça, c'est pas fait. Pour qu'on puisse en fait accepter le jugement que les autres ont par rapport à nous. Parce que quand le succès n'arrive pas, ou lorsqu'on ne sait pas se défendre par rapport à notre projet, la société va nous projeter nos propres peurs ou leurs propres peurs, et qui fait qu'on n'avancera pas et qu'on restera sur place. Le plus important à savoir, en fait, c'est que l'entrepreneuriat est une prise de risque contrôlée. Il y a risque et il y a contrôlé. Steve Jobs a dit, en fait, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue est tout simplement la persévérance. Et je suis assez d'accord avec M. Jobs, je l'admire beaucoup pour ça, mais j'ajouterais quelque chose, c'est que la différence entre un homme qui a un rêve et un homme qui a un objectif, c'est le combat qu'il mène entre les deux. Et je vous conseille de regarder Rocky pour apprendre tout ça. Merci beaucoup. Ma foi, c'est très vrai. Eh bien, le prochain intervenant va vous parler de notre environnement, notre planète. Il s'appelle Angiamela Soufnar-Chamanch et c'est un... Voilà, des amis qui applaudissent. C'est un étudiant en droit et en sciences politiques au sein de la FDSP. C'est un combattant pour la protection de l'environnement. Son combat a commencé dans une association sur la nature lorsqu'il était au collège. Et il continue de mener le sien aujourd'hui alors qu'il est universitaire. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour écrire le scénario d'un nouvel avenir. Le sort de notre planète est entre nos mains. Le paysage est torturé, le paradis a été souillé. Sans le savoir, l'homme change le climat à cause des déchets de sa civilisation. L'homme est sans doute l'espèce la plus cruelle que la Terre n'a jamais imaginée. Il détruit son environnement, mais aussi ne respecte aucune autre vie. Humains, ne soyons pas si cruels. Nous ne sommes pas des machines ni des monstres, nous sommes des hommes. Le changement climatique est à nos portes, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ces activités ont chassé l'humanité du jardin d'Éden. La combustion du charbon, la combustion du bois, la combustion du pétrole libère du CO2 dans l'atmosphère. La forêt passe des décennies à l'absorber et puis toutes ces émissions sont neutralisées jusqu'au moment où on abat les arbres ou qu'on les brûle. À ce moment-là, c'est comme une bombe de carbone et une immense quantité de CO2 se retrouve dans l'atmosphère. C'est triste de penser que quand nous, les jeunes, aurons des enfants, tout ce qui fait notre monde, notre planète, notre île, sa beauté, sa biodiversité aura perdu et que demain, tout sera différent. Mais il faut être optimiste. Nous, la race humaine, en avons le pouvoir de rendre à nouveau l'environnement dans son état d'origine. Nous arrivons à un seuil critique, mais nous devons agir pour rendre à nouveau l'environnement dans son état naturel. Oui, de bonnes actions ont été faites, mais si nous gardons nos mauvaises habitudes, tout ça n'aura servi à rien. Si quelque chose ne va pas, il est de la responsabilité de ceux qui en ont la capacité de passer à l'action. Alors, mesdames et messieurs, arrêtons les discussions, arrêtons les excuses
et empêchant davantage de dégâts qui affectent notre avenir. Le plus important, c'est qu'il faut aussi faire connaître aux dirigeants par nos bulletins de vote que nous connaissons la réalité sur le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Par sa consommation, il fait fondre les glaciers. L'île autrefois appelée Nussmeinz ne l'est plus. Mesdames et messieurs, il faut agir maintenant ou jamais. Sinon, nous et toutes les formes de vie que nous connaissions appartiendront au passé. En tant que dépositaires et en tant qu'espèce humaine, nous avons besoin de la Terre pour survivre. Mais ne vous y trompez pas, la Terre n'a pas besoin de nous. Merci, mesdames et messieurs. Ça fait peur tout ça, il faudra prendre des mesures très strictes. Sur la prochaine intervention, je vous assure, nous serons tous ciblés. On a déjà tous connu, je suppose, l'insatisfaction. Aujourd'hui, Radzaune Ranien Anzarasu va nous parler comme une maman avec son thème, le pouvoir du contentement. Bonjour à tous, je suis Anzarasu et aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir du contentement. Permettez-moi de commencer par la question suivante. Êtes-vous satisfait de votre vie? Alors, certains me diront, oui, pour moi tout va bien, moi je suis satisfait, mais c'est très bien. Peut-être que certains me diront, moi je serai satisfait lorsque je serai plus riche. Je pourrai m'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, j'aurai plus d'influence sur la société. Ou peut-être que vous me direz, moi je me sentirais mieux si j'étais plus beau ou plus belle, avec une nouvelle paire de chaussures, de nouveaux vêtements, ou peut-être perdre quelques kilos. Et peut-être que certains me diront, moi je serai satisfait lorsque je rencontrerai mon âme sœur. Et puis avec la Saint-Valentin qui approche, je suppose qu'il y a beaucoup de pression, hein? N'est-ce pas? Alors voilà, effectivement, il manque beaucoup de choses à nos vies. Mais personnellement, je suis convaincue que ce qui nous manque le plus pour être heureux, ce sont ces deux choses. La première, c'est la gratitude. Sommes-nous reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui? Et puis, soyons honnêtes, la plupart de ces choses, nous ne les avons pas méritées, comme le soleil, l'oxygène, nos talents innés. Sommes-nous satisfaits? Sommes-nous reconnaissants pour les personnes qui nous aiment et qui sont présentes pour nous? Parce que demain, elles ne seront peut-être plus là. Le problème, c'est que nous nous focalisons sur la partie vide du verre et c'est ce qui fait de nous des vidés émotionnels. La deuxième chose, c'est la patience. Lorsque nous voulons quelque chose ou quelqu'un, et que nous ne l'obtenons pas là tout de suite aujourd'hui, immédiatement, nous devenons anxieux, frustrés, inquiets, en colère, et nous sommes éternellement malheureux. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas entreprendre, ni qu'il ne faut pas avoir de rêves et d'ambitions pour le futur. Je dis juste que le bonheur, il n'est pas que là-bas. Le bonheur, il est dans chaque saison. Et il faut toutes les apprécier. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le pouvoir du contentement. Et si comme moi, vous avez la foi, croyez-moi, Dieu vous apprendra à être content. Pour terminer, je vous invite à lire cette phrase à haute voix avec moi. Ne remettons pas à demain la joie que nous pouvons avoir aujourd'hui. Merci. C'était fort, hein? Levez la main ceux qui se sentent visés un peu. Bien. Le prochain intervenant est une tête pensante de l'ESPA Footfurn. Il s'appelle Ranjamifi Tulzanar Irlal, mais ses amis à l'ESPA l'appellent Gon. Et nous, on l'a appelé Gaël.
comme quoi personne ne l'appelle Tulzanar ou Irlal. Il est en phase finale de préparation de son mémoire et c'est pourquoi il a envie de partager avec vous les connaissances qu'il a acquises. Et son thème, c'est l'extraction du cuivre à partir de la malachite et de la chalcopyrite. Je répète. Extraction du cuivre à partir de la malachite et de la chalcopyrite. Madagascar, oui, Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde, vu son contexte actuel. Pourtant, il est riche en terres et en sources d'énergie durable, telles que l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole, ainsi que les pierres précieuses. La plupart des Malgaches n'imaginent même pas que lorsqu'on part en vacances, peut-être à la campagne ou faire une randonnée sur une montagne, on trouve toujours des pierres sur notre chemin, alors qu'on ne savait même pas que cela pourra nous rendre utiles dans notre vie quotidienne. Peut-être qu'il y a un élément qui pourra nous rendre riches et sortir Madagascar de cette misère-là. Ainsi, mon projet s'intéresse sur la roche malachite et chalcopyrite. On peut trouver ces roches-là presque partout à Madagascar, dans la partie centrale, dans la partie sud et même dans la partie nord de Madagascar. J'étais aussi victime de cette situation-là parce que lorsque j'étais en Bad Finanjan, durant notre vacances, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est que la roche malachite et chalcopyrite. Et tout d'un coup, j'ai vu un Chinois qui venait acheter des tonnes de roche malachite juste à 600 rials le kilo. Et cette fois-ci, je suis très très étonné. D'après vous, lorsqu'on parle de Chinois, qu'est-ce qui vous vient dans votre tête? Non, c'est pas ça, c'est pas le virus. Lorsqu'on parle de Chinois, il y aura toujours de l'argent qui circule partout. On sait bien que ce sont les Chinois qui sont les meilleurs économistes du monde. Et c'est ainsi alors que j'ai dû travailler d'arrache-pied, du jour et nuit, de trouver toutes les possibilités nécessaires afin que je puisse connaître quel est l'élément clé qui pouvait nous rendre Madagascar de cette misère-là. Et tout d'un coup, le cuivre est apparu. C'est l'élément clé, le vedette de l'histoire. Le cuivre, c'est le métal le plus recherché au monde, à part le fer et l'aluminium. Son prix s'accroît de façon exponentielle à partir de 2015 jusqu'à nos jours, car actuellement, son prix s'est élevé jusqu'à 5 800 $ par tonne, soit 23 440 000 rials. Imaginez un peu cette somme-là. Et c'est ainsi alors que ceci étant alors de l'isoler l'élément de saccage. En d'autres termes, nous voulons alors isoler le cuivre de la roche malachite et chalcopyrite. Mais comment peut-on faire? Est-il possible vraiment d'extraire le cuivre à partir de la roche malachite et chalcopyrite? Nous, en tant que techniciens, nous pouvons le faire sans hésitation. Et c'est ainsi alors que j'ai dû élever une bactérie. Imaginez un peu si vous mangez des aliments dont votre estomac n'arrive jamais à digérer. Vous mangez toujours. Qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est ainsi alors que j'ai dû élever la petite bactérie qui est responsable de manger le cuivre dans la roche afin qu'il puisse survivre. Et tout d'un coup, lorsque la bactérie est rassasiée, c'est-à-dire sa vie se termine et on pourra récupérer facilement le cuivre. Et c'est ainsi alors que ma présentation s'achève. Merci de votre aimable attention. Heureuse d'avoir pu faire connaissance avec le malachite et le chalcopyrite. Sur la prochaine intervention, on reste toujours à Wundwurna. Cette fois-ci, notre intervenante est dans l'ingénierie en génie électrique. Elle va nous parler de l'étude d'impact environnemental sur la plénitude humaine. Ranjiantelu Manana Mikaela, je te donne la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas vous parler de la loi d'Ohm. Je vais plutôt parler de l'étude d'impact environnemental ou l'EIE. Les projets qui ne sont pas suffisamment analysés peuvent affecter la vie dans un milieu pour des raisons très diverses, mais qui sont considérées comme utiles pour certains acteurs économiques et politiques. J'aimerais bien inviter au débat honnête et transparent ceux qui soutiennent cette idée, mais je n'ai que quelques minutes de parole. Alors, je vais tout de suite vous dire l'argument qui m'a été présenté, et c'est « Mademoiselle,
L'EIE a été faite avant même qu'on ait posé la première pierre dans la réalisation de ce projet. Alors moi, je me dis, si vraiment les lignes directives de l'EIE ont été respectées, pourquoi sommes-nous là à être les héritiers des retombées négatives de la révolution industrielle, du progrès technologique? Pourquoi sommes-nous les témoins du changement climatique, de la disparition de plusieurs espèces? Je dirais tout simplement parce que rares sont les entrepreneurs qui, dans toute discussion autour d'une initiative, se posent une série de questions en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. Pour ce discernement, certaines questions doivent avoir la priorité. Par exemple, la question de l'eau. Nous savons que l'eau est une ressource limitée et très indispensable. Et y avoir accès est un droit fondamental qui conditionne l'exercice des autres droits humains. Et pourtant, à Madagascar, comme ailleurs, nous voyons quand même des entreprises qui polluent les eaux qui étaient autrefois nécessaires à la survie d'un groupe d'individus. Donc ceci est incontestable et conditionne l'analyse de tout impact environnemental, la considération de l'environnement humain, mesdames et messieurs. Celui qui fait l'EIE doit élaborer des politiques qui seront conçues et discutées par toutes les parties intéressées, incluant les habitants locaux. Ils doivent avoir une place privilégiée dans la table de discussion où ils seront convenablement informés des risques et des possibilités. Les entrepreneurs, nous ne pouvons pas tout le temps calculer en fonction des coûts et des bénéfices. Nous sommes déjà allés un peu trop loin. Mais est-il réaliste d'imaginer que celui qui a l'obsession du bénéfice maximum s'attarde à penser aux effets environnementaux qu'il laissera à la génération future? J'espère que oui. Sinon, il considérera la nature comme une ressource économique potentiellement exploitable. Il ne prendra pas en compte, entre autres, la véritable valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes, pour les cultures, et aussi la nécessité et les intérêts de ceux qu'on a longtemps négligés. Quand je me pose ces questions, on me dit de vouloir arrêter irrationnellement le progrès, mais moi je dis non. Il faut tout simplement redéfinir le progrès. Un développement économique et technologique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégrablement supérieure ne peut être qualifié de progrès. Et nous savons que la qualité de vie réelle des personnes diminue. Et pourquoi? À cause de l'épuisement de certaines ressources dans un contexte de croissance économique. Et moi, j'invite le politicien, il a le droit de vouloir agir pour le bien commun. Il ne doit pas renfermer les lignes directives de l'EIE derrière la corruption. Parce que l'EIE, pour la plénitude humaine, ne doit pas renfermer les valeurs des discours écologiques dans la valeur des finances et de l'économie. Sinon, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduira à une simple série d'actions de marketing d'image. Pour finir, j'aimerais m'adresser aux jeunes. Si nous devons entreprendre, plusieurs possibilités s'ouvrent à l'intelligence humaine pour créer et innover en même temps qu'elle protège l'environnement, qu'elle protège nos semblables et qu'elle crée plus d'emplois. Ce serait une créativité plus digne, une créativité qui fera fleurir à nouveau la noblesse de l'être humain dans une recherche de développement durable et équitable, mais surtout dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Mesdames et messieurs, merci. Alors, ici, on a des experts en nutrition, des ingénieurs / savants fous. On a aussi des entrepreneurs et des éducateurs. Maintenant, nous allons accueillir un philosophe. Il a obtenu son master en philosophie sur la thématique des enjeux éthiques de la technologie. Il donne désormais des formations pour améliorer la mémoire. Ça, j'en aurais besoin. Et est un membre actif de l'association VIF,
ho vondrona iray sataranjo ho fampiroboroboana ny fahalalana. Il vient nous parler non pas de la perception de la technologie, mais de la technologie au fondement de notre perception. Bonjour, je m'appelle Miad et je suis passionné par la technologie. Tellement passionné que j'ai fait un master sur cette thématique. Et ça m'attriste quand j'entends des gens me dire « Oui, mais la technologie, ça abrutit les gens. C'était mieux avant, on lisait des livres. » Comme si l'un ne pouvait pas coexister avec l'autre. Et puis, ce n'est pas nouveau. Quand on a introduit l'électricité, eh bien, on avait fait une propagande pour l'interdire parce qu'il paraît que c'était dangereux. Alors qu'aujourd'hui, on tuerait pour qu'on ne coupe pas de courant, n'est-ce pas? Hashtag Tirama. Et même au Moyen-Âge, les moines copistes trouvaient que c'était mieux avant l'imprimerie de Gutenberg parce que maintenant, ils n'avaient plus de travail. Donc, la question est donc, pourquoi un tel rejet vis-à-vis de la technologie alors qu'elle facilite grandement nos vies? La réponse est à la fois simple et profonde. La technologie est au fondement de notre perception du monde. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie naît, notre façon de voir et d'interagir avec le monde change. C'est beau, mais c'est surtout traumatisant. En philosophie, c'est ce qu'on appelle l'antophanie. L'anto quoi, murmura-t-elle? L'antophanie. L'antophanie vient du grec anthos, qui signifie être, et phénoménon, qui signifie apparaître. L'antophanie, c'est la manière dont les êtres nous apparaissent. Prenons l'exemple du téléphone. Le téléphone a été inventé vers la fin du 19e siècle, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a changé la perception de l'époque. Tellement chamboulé que j'ai retrouvé le témoignage d'une grand-mère qui refusait de s'approcher de l'appareil parce que, je cite, elle détestait cette façon de communiquer sans se voir. Dans son antophanie à elle, communiquer, c'est tout simplement en face à face. Alors qu'aujourd'hui, quand vous allez voir quelqu'un téléphoner, vous n'allez pas être choqué, vous n'allez pas vous dire « Oh mon Dieu, il est en train de communiquer sans se voir !» Parce que l'antophanie téléphonique s'est normalisée, naturalisée au fil du temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution technologique est extrêmement rapide. Prenez par exemple un téléphone ou un smartphone en classe pour prendre des notes et on va vous prendre pour un impoli, tout simplement parce que dans notre antophanie à nous, la prise de notes, c'est uniquement avec du papier et du stylo et pas autrement. Donc, il y a une forme de jugement de valeur entre les antophanies. Le message que j'essaie de délivrer aujourd'hui est le suivant. Un jour, vous allez tomber sur un article sur Facebook ou sur YouTube sur une nouvelle technologie qui va chambouler votre perception du monde, comme un robot chirurgien qui pourrait remplacer les médecins, une voiture autonome qui pourrait remplacer tous les chauffeurs, une imprimante 3D qui pourrait imprimer n'importe quoi, et même une intelligence artificielle qui pourrait modifier les vidéos dans les vidéos. Donc, le message que j'essaie de délivrer est le suivant. Si un jour vous allez tomber sur ce genre d'article, j'aimerais tout simplement que vous ayez le recul nécessaire et que vous vous dites si cette technologie est en train de chambouler ma perception du monde, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je m'appelle Miad. Merci. Un progrès technologique avec tu ne m'as pas robot chirurgien, sincèrement. Pour ceux qui ont vu, ça a fait une petite polémique sur Facebook. Il a Rezaka, sujet tabou qui concerne l'éducation sexuelle. Un joint qui est un intervenant, étudiante en droit à la faculté. Étudiante à droit en la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Antananarivo. Rebecca, également membre du club d'art oratoire de cette même faculté. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'éducation sexuelle, renforcer l'initiative déjà entreprise par l'État en démontrant la nécessité d'une éducation sexuelle qui débute au sein de la famille, une approche différente qui sera complémentaire avec l'approche pédagogique de l'école. Razaf Njainbe Rebecca Ndintou.
Je m'appelle Rebecca et je vais vous parler de l'éducation sexuelle. Sexe, sexualité, sexuelle, des mots qui font saigner la plupart des oreilles. Même si l'État a entrepris plusieurs initiatives concernant la santé sexuelle et reproductive, sans parler des moyens de contraception, ce sujet reste tabou à la maison. La plupart des parents pensent que l'éducation sexuelle, c'est mal. Mais laissez-moi vous définir cette éducation qui devrait vraiment débuter à la maison. La sexualité est un sujet qui aborde tout, surtout ses copains, les sujets tabous. Viol, inceste, pédophilie, homosexualité, asexualité, transsexualité, désir sexuel, changement corporel, actes et conséquences. C'est donc plus une discussion, un partage de conseils, pas juste de prévention. Si la sexualité est un sujet tabou pour les enfants, mais également pour les parents, à Madagascar, c'est un sujet qui ne doit jamais être abordé. L'on préférait même qu'elle soit ignorée, puisque l'on adore cacher l'ignorance par le fameux mot « innocence ». Alors que la population est majoritairement jeune et qu'à côté de tout ça, nous avons l'Internet, la fenêtre ouverte, face à tous les trucs pas nets, des sites pornographiques que nos enfants adorent visiter et parfois juste par curiosité. C'est ce genre de site que l'on devrait éviter. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, à qui les parents avaient appris l'abstinence, le fait de dire non. Non à qui? Non à quoi? Elle ne le savait même pas. Elle savait juste que les précisions ne se demandaient pas et que la sexualité ne s'abordait surtout pas. Mais un jour, Marie est tombée amoureuse d'un garçon, un baratineur très séduisant, qui lui disait souvent « Allez, quelques minutes sous la couette, c'est pas un péché. On n'a même pas besoin de nous protéger, tu sais. Il suffit juste de nous aimer. En plus, la première fois, on tombe jamais enceinte, bébé. » La mère de Marie ne savait rien de tout ça. Elle avait essayé d'engager la conversation, mais sa mère ne l'écoutait même pas. Embobinée et amoureuse, Marie a fini par dire oui. Après ça, le garçon a disparu, aussi vite qu'il est apparu. Bien évidemment, Marie est tombée enceinte et a cherché désespérément des conseils auprès de sa copine. Celle-ci lui a conseillé des conseils des plus banals, avorter, même si c'est illégal. Par peur de ses parents, elle avait pris sa décision. Elle a fixé une date pour avorter et avait trouvé l'excuse chez elle. Je pars, je vais aller me promener. Mais cette promenade lui a coûté la vie. À 17 ans, elle est morte, la pauvre Marie. Maintenant, je vous repose. Maintenant, cette histoire aurait pu prendre un autre tournant si seulement sa mère avait participé à leur conversation, ou juste le garçon avait un minimum de ce genre d'éducation. Alors, je vous repose cette question. Vous pensez encore que l'éducation sexuelle, c'est pas important? J'allais répondre, mais en fin de compte, non. Mais elle a raison. Oui, ça commence à la maison. Alors, lorsque vos parents vous aborderont pour la discussion extrêmement gênante, mais vraiment gênante, ouvrez bien les oreilles et posez toutes les questions. Notre prochain intervenant, Ranjian Antena Narcisse, venant de l'université de Thomas en qualité d'assistant, qui fait ses études dans le domaine de l'économie, et sa spécialité est l'économie du développement. Il vient nous parler d'une chose que l'on voit au quotidien. C'est la corruption et les inégalités de revenus à Madagascar. Je suis Narcisse Randian Antenain, je viens de Tamatam, comme disaient les présentateurs. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de recherche sur corruption et inégalité de revenus à Madagascar. Madagascar, avec un PIB par habitant de 422 $ américains, est considéré comme le pays pauvre du monde, où le taux de pauvreté s'élève à 71,6% en 2012. Les données proviennent de la Banque mondiale et de l'Instat par l'enquête périodique auprès des ménages.
Mais parallèlement, l'inégalité explose. Même les données ne sont pas disponibles dans une série chronologique. On constate que cette inégalité-là s'explose à Madagascar, où près de 33,5% du revenu avant impôt sont possédés par les 10% les plus riches, alors que les 10% les plus pauvres ne gagnent que 2,2% seulement de ces revenus-là. Donc, en termes statistiques, donc, les riches gagnent plus de 15 fois supérieures de celles des pauvres. Mais la question, est-ce que l'inégalité est-elle naturelle, comme disaient les philosophes, comme disaient les sociologues? Là, sur le plan intellectuel, des séries d'études ont montré les déterminants de cette explosion de ces inégalités-là. Mais force est de constater à Madagascar que la corruption est généralisée. Les classements de Madagascar par la Transparency International en 2017 se positionnent le pays au 155e rang parmi les 176 pays du monde. C'est pourquoi je pose comme hypothèse de départ de mon projet de recherche qu'il pourrait être que la corruption peut contribuer à l'aggravation de l'inégalité de revenus dans les pays pauvres comme Madagascar. Dans le but de modéliser les effets de la corruption sur l'inégalité de revenus, je pose une question: dans quelle manière la corruption affecte-t-elle la répartition des revenus à Madagascar? Autrement dit, je cherche à trouver les différents canaux de transmission de l'influence de la corruption sur l'inégalité de revenus dans les pays. J'ai utilisé des données secondaires déjà publiées par des institutions internationales comme la Transparency International et la Banque mondiale, et j'ai trouvé deux résultats majeurs. Là, les premiers, à partir des résultats publiés par l'Afrobaromètre 2015, j'ai conclu que les pauvres paient plus de pots de vin que les riches. Et deuxièmement, en utilisant une étude économétrique, approche économétrique, j'ai conclu que la corruption affecte indirectement l'inégalité des revenus à travers la diminution des ressources allouées à l'éducation et à la santé. Alors, maintenant, je lance un appel à tous les acteurs à Madagascar de lutter contre la corruption. Et deuxièmement, je lance et j'invite les gouvernements de prendre en compte les paramètres corruption dans les politiques publiques et dans la politique de protection sociale à Madagascar. Merci pour votre aimable attention. Après Tamata, on revient à Tana. La prochaine intervenante, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle va dire. Son thème, c'est « Nous tous contre les morts vivants ». Vous est étudiante à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Antananarivo. En quête de sauvetage pour Madagascar, elle a comme devise « On voit les difficultés lorsqu'on perd de vue les objectifs ». Nous tous contre les morts vivants. Vous tous contre vous-même et moi ici pour vous aider. Morts vivants désigne ceux qui sont en vie, donc respirent, mais ne vivent pas. Vivre. Deux questions pour vous orienter. Que voudriez-vous faire avant de quitter cette terre? Que voudriez-vous accomplir avant de mourir? Maintenant, êtes-vous sûr à 100% que ce que vous faites en ce moment est en accord avec vos rêves et vos ambitions? À 100%. Ainsi, vivre vous sera défini. Aux célibataires, voudriez-vous rester comme toute votre vie? Pas d'enfants, donc pas de sexe. Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez fonder une famille? Êtes-vous sûr à 100% que ce que vous faites en ce moment vous mène là où vous voulez aller? Et beaucoup me diront, la vie, c'est pas si facile, petite. C'est pas si facile, t'as pas encore vu toutes les couleurs. Mais moi, je vous dis, j'ai pas envie de voir ce que vous voyez. Moi, je vois que mes objectifs, parce que l'on ne voit les difficultés que lorsqu'on parle de vue, ces objectifs. Merci de m'avoir écouté.
Lorsque j'ai entendu le thème de Mademoiselle Njem Tenvoun, j'ai eu un peu peur, vous savez. J'ai toujours détesté Walking Dead. Franchement, je ne me vois pas vivre dans ce monde. Ça me rassure. On est mort vivant, mais on est encore vivant, mais on a encore une chance d'être vivant. Alors vivez, vivez, vivez. Maintenant, on va passer à notre prochaine intervenante, qui s'appelle Anjiamitansu Murakiadi. Elle a 18 ans et est actuellement en parcours éducation à la citoyenneté à l'école normale supérieure d'Ampeflou. Et elle vient nous parler d'un thème que je trouve fascinant, intéressant. Ouvrez bien les oreilles, la limitation des naissances à Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Muraka Anjiamitansu et je me considère comme une bonne citoyenne. En tant que telle, il est de mon devoir de contribuer au développement de mon pays. Comme chacun de vous, je vois que Madagascar est dans une situation de précarité économique, d'où le choix de mon thème, assez polémique, une politique de limitation des naissances à Madagascar. Savez-vous que Madagascar est classé 5e pays plus pauvre du monde et que la population malgache est l'une des plus jeunes de la planète, voire 41% de la population ont moins de 15 ans. Ainsi, la population active est insuffisante. En plus, le taux de chômage est très élevé. En plus, la majorité des enfants est déscolarisée. C'est pourquoi Madagascar est sur une voie de pauvreté aiguë. Avec un taux de natalité de 32,1%, selon l'Istat Madagascar, un taux de natalité qui est très élevé, les jeunes et les enfants envahiront bientôt notre pays et la population active s'éteindra. Sur ces photos, recueillies par l'UNICEF France, nous voyons des mères malgaches qui ont beaucoup d'enfants. Et oui, je reconnais que c'est la tradition malgache qui dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants parce que c'est la richesse, mais nous savons très bien, sur ces photos et à travers la vie quotidienne, qu'il y a des mères, il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants, mais qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, même pas leurs besoins primaires, l'éducation, le logement, la nourriture et la santé. Sur les photos suivantes, nous voyons des enfants malgaches qui, au lieu de travailler et d'étudier à l'école, sont condamnés dans la pauvreté et qui souffrent sans doute de diverses maladies, comme le kwashiorkor, puisqu'ils souffrent de malnutrition et de sous-alimentation. Et comme on dit, critiquer c'est bien, proposer c'est mieux. Qu'est-ce que je propose? Est-ce que quelqu'un ici connaît c'est quoi le malthusianisme? Merci. En fait, c'est une doctrine de Thomas Malthus, un économiste, qui préconise une limitation volontaire des naissances pour lutter contre la pauvreté et la sous-alimentation provoquée par la surpopulation. Bien que Madagascar ne soit pas encore surpeuplé, avec ce taux de natalité qui est très élevé, tôt ou tard, cette surpopulation arrivera. Il faut agir. Comment? Je propose une éducation sexuelle et une éducation démographique partout à Madagascar. Comme dit précédemment, il faut une éducation sexuelle qui devrait commencer à la maison et une éducation démographique pour que tout le monde comprenne que l'accroissement naturel et le développement économique d'un pays sont interdépendants pour que la production des ressources nécessaires à notre existence ne soit pas en retard par rapport à l'augmentation de la population. Et de deux, la décentralisation des activités et la propagation de la gratuité des préservatifs. J'aimerais insister sur le fait de décentraliser les activités. J'ai assez voyagé partout à Madagascar et ce que j'ai remarqué est que Madagascar est très inégalement réparti. Par exemple, ici, sur la capitale, on est presque surpeuplé. Pourquoi? Parce que les activités sont concentrées ici. Les bâtiments administratifs, les écoles, les universités. C'est pourquoi les habitants des régions côtières et des périphéries viennent s'installer ici. Or, à peine sortis d'Antananarive, il y a des régions qui sont vides d'hommes et vides d'activités. Il y a des zones où il y a des hommes, il n'y a pas d'activité, résultat, il y a beaucoup d'enfants. Et de trois, la politique de l'enfant unique. C'est une politique de la Chine qui a été adoptée en 1979, mais en 2015, cette politique a fixé le nombre maximal d'enfants à 2 par famille. Et je pense que Madagascar a exactement besoin de cette politique de l'enfant unique. Et pour finir,
J'aimerais qu'après cette conférence, vous puissiez réaliser et être témoin que notre situation économique actuelle est fortement liée à notre tradition qui dit que les enfants constituent la richesse. Avoir des enfants, c'est bien, mais si par mégarde vous en avez trop, il pourrait être la source de notre pauvreté à tous. Mesdames et messieurs, merci. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi, Murakad. Sauf que le problème, c'est que ces enfants, ils sont déjà là. Donc, on va faire en sorte qu'ils grandissent. Et maintenant, c'est l'Inde qui va nous parler de ce système éducatif. On ne force pas une vache à voler. Elle a tout juste 18 ans, activiste dans le domaine de STEM. Je te donne la parole, Inde. Bonjour, je m'appelle Inde et pour ceux qui s'attendaient vraiment à que je parle de vaches qui volent, sachez que mon discours parle plutôt du système éducatif à Madagascar. Mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi très intéressant. Bon, un professeur, des élèves. Le professeur, E est égal à MC au carré. Les intellos de la classe, ouais, on a tout compris en une seconde. La majorité de la classe, j'en faisais partie. Est-ce que cette différence, elle est normale? La réponse est oui. Nous, les élèves, on n'a pas la même force, on n'a pas les mêmes faiblesses. Et pour développer un système éducatif, il ne faut pas un système éducatif généralisé si vous voulez exploiter cette diversité. En parlant de diversité, je crois que la plupart connaissent qu'Albert Einstein il a dit, que je cite, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper un arbre, il va vivre toute sa vie en pensant qu'il est débile. » Bon, un poisson qui grimpe un arbre, c'est à peu près la vache qui vole. Je crois que vous avez compris au moins en ce moment. Mais en parlant des capacités et des types d'intelligence, le lycée, le collège, ils valorisent que les mathématiques et les langues. Il y a encore plus que ça. On peut voir l'intelligence naturaliste, spatiale, corporelle, rythmique, interpersonnelle, intrapersonnelle. Parce que l'existence des docteurs et des ingénieurs, ça ne rend pas les artistes et les sportifs moins décents. Mais encore plus drôle, c'est que imaginez, vous n'êtes pas dans un système éducatif que vous devez être, mais vous dépensez 8 heures par jour pendant 12 ans. Mais sérieux? Je crois que qui d'entre nous ici est déjà passé par ce triangle? J'apprends, je passe l'examen et j'oublie. Bon, on est à peu près tous passés par là. Mais en tout cas, si le gouvernement il veut vraiment aider l'éducation à Madagascar, il ne faut pas se limiter seulement aux financiers. Il faut redéfinir l'usage de temps qu'on dépense. 12 ans, c'est pas rien. Vous allez dépenser notre jeunesse, là. Il faut valoriser les autres types d'intelligence et augmenter l'interaction entre professeurs et élèves, psychologique mais aussi spécifique, parce que tout élève de toute capacité mérite de bénéficier d'une éducation adéquate. C'est aussi simple que ça, en fait. Merci. Ceci est la dernière intervention. C'est pour ça que je me permets de prendre à nouveau le pupitre. J'ai adoré cette intervention, pas vous. Je me sens beaucoup plus malin cette fois. Alors, notre prochaine intervenante, c'est Nians Hasmboul. C'est une élève ingénieure en sciences et ingénierie des matériaux. Elle poursuit aussi des études en économie de développement. Nians œuvre dans le secteur énergie. Sa spécialité étant notamment les énergies renouvelables. Elle se concentre surtout sur le biogaz afin de valoriser tous nos déchets que beaucoup considèrent comme encombrants. Plus que consciente des enjeux climatiques que nous encourons, elle veut faire entendre sa voix pour qu'on se rallie tous pour cette bataille qui est la nôtre. Alors, ça gaze ? Bonjour. Alors là, je suis trop contente, donc laissez-moi le temps d'apprécier. Ok. Alors, commençons. On va parler de gaz. Alors, la plupart des ménages malgaches utilisent encore du bois de chauffe et des charbons de bois pour la cuisson quotidienne des repas. Les forêts primaires sont en train de disparaître, faisant place à des forêts sans vie
qui sont destinés pour l'exploitation, pour faire du charbon. Alors, la perte énorme de ces zones boisées entraîne l'érosion des sols et les paysans ont de plus en plus de mal à obtenir des bons rendements. Et d'après l'OMS, l'intoxication des voies respiratoires et oculaires est la cause principale de la mortalité à Madagascar avec 11 000 décès par an. Alors, le biogaz est une alternative viable pour la cuisson quotidienne des repas. Et bien, en fait, pour produire du gaz, il faut juste une installation d'un biodigesteur qu'on va alimenter nous-mêmes avec nos propres déchets organiques comme les herbes coupées, la peau de fruits et légumes, la bouse de vache, etc. Alors, le gaz obtenu contient majoritairement du méthane, du CO2 et un résidu liquide appelé digesta qui sert d'engrais naturel utilisé par les artisans, les paysans pour fertiliser la terre. Le biogaz apporte vraiment des réponses concrètes au niveau du foyer et en plus, il contribue à la préservation de l'environnement en limitant la déforestation, en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant la santé parce que les femmes et les enfants sont moins exposés aux fumées toxiques. Mais malheureusement, l'incompréhension et la méconnaissance limitent le développement de ce secteur. Il y a les freins psychologiques qui sont importants parce que pour nous, ce sont juste des ordures bonnes à être jetées qui suscitent dégoût et non-intérêt. Et puis, l'obstacle majeur, c'est le coût d'investissement puisque les coûts varient de 300 à 800 $ pour un foyer. Mais avec une durée de vie moyenne de 25 ans, c'est totalement rentable à long terme et aucun investissement supplémentaire n'est nécessaire. Alors, vu ces coûts assez onéreux, des facilités de paiement et des paiements par tranche pourraient par exemple inciter plus de gens à se lancer dans le biogaz. Et il faudrait plus d'initiatives de communication et de sensibilisation puisque, en fait, rares sont les personnes qui sont renseignées sur la question de biogaz. Alors, le gouvernement devrait, par exemple, lancer un projet de biogaz de gros volume sur le dépotoir d'Anjanlanch. Ceci nous permettrait de produire de l'énergie, mais aussi nous débarrasser des 850 tonnes de déchets qu'on produit quotidiennement à Antananarivo. Et puis, on éviterait de payer les prix d'enfouissement des déchets, qui est une pratique assez coûteuse et très polluante. Donc, si vous aussi, vous souhaitez agir contre le changement climatique, dites au revoir à votre charbon et optez pour le biogaz, car rien ne se perd, le biogaz se crée et nos phares se transforment. Merci. Je pense que nous allons dormir tous moins bêtes ce soir. Alors pour ça, on va remercier chaque intervenant comme il se doit. Ils vont se lever et vous allez les applaudir. La première intervenante, Rabeta Sua Saucha. Rabeta Sua Saucha. Rangiana Tina. Angia Manela Soufnarcha Manch. Rajaoni Raniana Anzarasu. Angia Fidi Tulzanar Lal. Rangiantelo Manana Mikaela. Rasul Nevu Miad. Rebecca Ambinsu. Angia Natenena Narcisse. Angia Miten Vulaensu. Angia Mitansu Murakiad. Rakutoir son Landi. Il n'était pas prévu que l'on reprenne la parole, mais devant tant de prestations aussi instructives qu'éloquentes, devant tant de belles prestations, on ne peut pas vous laisser partir comme ça sans vous réitérer nos plus sincères et chaleureux remerciements au nom de l'association, bien que nos deux
présentateur l'a déjà fait aussi. Et on vous remercie aussi, vous deux. Un tonnerre d'applaudissements aussi. Présentateur. Et pour vous dire une chose, parce que ça se bouscule déjà au portillon là pour participer au Jody Solo 3. Donc on vient de connaître la date là. Vous pouvez déjà la retenir. Ce sera encore un vendredi 13 mars. Vendredi 13 mars. Ici même à l'IKM qui est notre partenaire pour l'organisation aussi de ce cycle de conférences et que l'on remercie beaucoup aussi. Donc, dans les prochains jours, à part la publication des vidéos que l'on obtiendra au fur et à mesure, notre communication sera beaucoup plus axée sur l'organisation de notre conférence à l'IFM qui se tiendra le 11 février. Ça aussi, vous pouvez retenir à 14h30 cette fois-ci sur le thème du volontariat et du bénévolat, parce que je sais que parmi vous, les jeunes ici qui sont présents et les moins jeunes aussi, il y en a beaucoup qui se sont déjà portés volontaires et qui ont déjà fait du bénévolat. On va en discuter en profondeur avec 4 intervenants cette fois-ci, donc on vous invite très chaleureusement à venir aussi. Et après l'organisation de cette conférence, on va reprendre l'organisation donc du Jody Solo 3. Mais les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur notre page AENA. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, c'est ceux qui veulent participer aux prochaines conférences et qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook dédié. Le groupe s'appelle les Amis de l'AENA. Il faut intégrer donc ce groupe et vous y trouverez toutes les informations utiles. Merci beaucoup et à la prochaine fois alors.